Monsieur le Premier ministre, cher professeur Hammer, cher Monsieur Heinz, Madame Scheel, chers amis de la Maison Heinrich Heine et chers amis de Monsieur Hammer, Jean-Pierre Hammer. Bienvenue à cette soirée exposition consacrée à Marcel Santi, né en 1897 dans la Meuse et mort en 1986, qui, grâce à ses dessins réalisés sur le vif, a gardé vivant le souvenir de ses camarades de tranchée morts pendant la Grande Guerre. Cette soirée ouvre le cycle organisé par la Maison Heinrich Heine à l'occasion de la célébration du centenaire de l'armistice. Ce cycle évoque la Grande Guerre sous différents aspects, le dessin, la musique, le cinéma et la littérature. Et nous sommes heureux de poursuivre cette évocation avec l'hommage rendu par M. Jean-Pierre Hammer, ici présent, à Marcel Santi, dans un ouvrage publié en 2017 aux éditions Cartala, à l'occasion du 50e anniversaire du mémorial de Verdun, que Marcel Santi a contribué à décorer. M. Hammer, lui-même peintre, sculpteur, graveur, musicologue et ancien professeur de langue, littérature et civilisation germanique à l'université Paris 7, a rendu hommage à son ami Marcel Santi par l'ouvrage dénommé Carnet de bal et de voyage. Vous le trouvez devant les tables. Celui-ci nous permet de découvrir dans sa première partie des dessins et des écrits de Marcel Santi, restés ignorés jusque-là, des dessins et des écrits empreints d'une profonde humanité qui transcende les affrontements guerriers et les nationalismes. La seconde partie de l'exposition, avec les carnets de voyage qui datent des années 60, se tourne vers une thématique plus apaisante, d'où se dégage une profonde harmonie. Je suis heureuse et honorée que M. Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, nous fasse l'amitié d'ouvrir cette soirée et je l'en remercie très sincèrement. Vous êtes, comme nous le savons tous, un ami de l'Allemagne et je suis persuadée que l'humanisme qui se dégage des dessins de Marcel Santi vous a profondément touché. Un très grand merci également à M. Hammer pour son engagement et son enthousiasme qui ont porté ce projet. Et M. François Heinz, journaliste à la page du 14e arrondissement, assurera l'animation de la soirée et je l'en remercie. Et je passe maintenant la parole à M. Ayrault. Merci, chère Madame Doessen, de nous accueillir une nouvelle fois à la Maison Heinrich Heine. C'est pour moi un plaisir d'être avec vous et d'être aux côtés de Jean-Pierre Hammer, dont j'ai fait la connaissance il y a quelques temps et dont je vais vous parler dans quelques instants. Je salue aussi M. Heinz qui va animer avec lui cet échange à partir du travail qu'il a réalisé là et dont nous parlerons bien mieux que moi. Mais je voudrais commencer, si vous permettez, par une citation. « Pitié pour nos soldats qui sont morts. Pitié pour nous, vivants, qui étions auprès d'eux. Pour qui nous nous battrons demain, nous qui mourrons, nous qui souffrirons dans nos chairs mutilées. Pitié pour nous, forçats de guerre, qui n'avions pas voulu cela, pour nous qui étions des hommes et qui désespérons de ne jamais le redevenir. » J'ai retrouvé ce texte, je me suis déplacé dans une librairie pour acheter ceux de 14, c'est de Maurice Genevoix. Et je me réjouis que le président de la République ait décidé du transfert de ses cendres au Panthéon. Parce que ce témoignage de Maurice Genevoix, ce n'est pas une thèse politique, ce n'est pas non plus un roman, c'est un récit, un carnet quotidien pendant les 9 mois où il a combattu, et jusqu'à ces graves blessures qui l'ont empêché de poursuivre son combat, puisqu'il était mutilé de guerre, mais chaque jour, méticuleusement, avec l'art qui est le sien, qu'on connaît les qualités dans sa littérature, et beaucoup d'enfants, plusieurs générations, ont appris à écrire les dictées en français avec des textes de Maurice Genevoix. Mais ceux de 14 étaient un livre en quelque sorte un peu oublié, et que c'est donc l'occasion aujourd'hui
au moment de toutes ces commémorations, de ne pas se contenter de rendre hommage aux généraux ou aux maréchaux, mais d'abord aux hommes, aux soldats du peuple qui, par centaines de milliers, par millions, ont combattu et dont plus de 9 millions sur tous les champs de bataille ont disparu, sans oublier tous les blessés. C'était vrai pour les Français, et s'agissant de l'Allemagne, puisque nous sommes à la maison Heinrich Heine, c'était vrai aussi pour les soldats allemands. Et il y a eu, à cette occasion, après la Première Guerre mondiale, beaucoup d'écrivains qui ont raconté ces souffrances, en France, mais aussi en Allemagne. Et je pense à Erich Maria Remarque et son livre Im Westen nichts Neues, à l'Ouest rien de nouveau, et qui a eu aussi un impact considérable et qui a même donné lieu à la réalisation d'un film. C'est qu'il faut se rappeler, et ça nous renvoie à une autre époque qui suivra malheureusement, la Seconde Guerre mondiale, c'est que son livre a été brûlé par les nazis. Donc c'est tout, on est là au cœur, en quelque sorte, à travers la soirée que nous allons partager, au cœur aussi des questions qui nous préoccupent pour l'avenir de l'Europe. Et Carnet de bal, que Jean-Pierre Amer a bien voulu intituler ainsi, et de voyage, dessins et écrits de tranchées, est exactement dans cette veine-là, parce que c'est une veine humaniste, et qui fait que, quand on regarde bien ces dessins, on ne peut pas ne pas ressentir une énorme émotion, parce que derrière, il y a l'humanité avant la guerre. Et je pense que c'est important qu'à cette occasion, un véritable témoignage soit fait de ces souffrances terribles de soldats, mais aussi des civils, qui se sont traduits aussi par des destructions incroyables de villages entiers, dont on voit encore aujourd'hui les stigmates, dont les paysages ont été bouleversés à jamais. Eh bien, cette œuvre témoigne de cet engagement pour la paix, ce pacifisme qui vous anime, Jean-Pierre Amer, et la proximité humaine aussi de ces hommes, et qu'ils aient été français ou qu'ils aient été allemands. Il y a un dessin qui m'a beaucoup touché, parce qu'il résume en quelque sorte cette humanité. C'est ce dessin que vous montrez d'un grand blessé français, soutenu par un soldat allemand et un soldat nord-africain. Et pour la France, là, on a aussi une référence à ces combattants à la fois des Outre-mer d'aujourd'hui, mais aussi des anciennes colonies françaises. Ils ont été plus de 200 000 à être mobilisés. Ils ont été plus de 150 000 à mourir sur les champs de bataille et qu'on avait aussi oubliés. Bien, Marcel Santi, lui, il ne les avait pas oubliés parce qu'il les connaissait. Il les rencontrait. Il partageait la même souffrance, la même angoisse, la même peur et aussi la même tragédie. Alors, je ne veux pas être long, mais simplement, il y aurait beaucoup d'enseignements à tirer, de leçons aussi à faire de ce qui s'est passé ensuite, après la défaite de l'Allemagne, qui avait déclaré la guerre, c'est vrai, l'Empire allemand, qui s'est traduit par la défaite de plusieurs empires, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, c'est une guerre mondiale. Et puis en même temps, des destructions, la France en sait quelque chose, mais il fallait construire la paix. Et je crois que c'est Clémenceau qui a dit d'ailleurs que c'était plus difficile de faire la paix que de gagner la guerre, même si gagner la guerre, c'est toujours un exercice douloureux, dangereux et difficile. Mais c'est vrai que gagner la paix n'a pas été une évidence après 1918-1919, le traité de Versailles. Il a donné lieu à beaucoup de réflexions, je ne veux pas les développer là, mais vous savez bien qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Et il y a des hommes qui n'ont pas voulu se résigner à cette situation et qui sentaient bien qu'il était en train de se passer quelque chose de dangereux si on ne réunissait pas les conditions pour que ça ne recommence pas. Et pourtant, ça a recommencé 20 ans après. Et si je dis qu'il y a eu des hommes qui ont pris des initiatives, je ne vais pas citer tous les grands hommes d'État et chefs politiques qui ont d'abord travaillé à la construction de la Société des Nations, qui a joué un rôle, même si ensuite, lorsque les fascismes ont pris le pouvoir en Italie, en Allemagne, ils se sont retirés de cette Société des Nations. Mais n'empêche que l'Allemagne vaincue, qui avait ses réparations à payer de plus en plus chères et de plus en plus difficiles, sans oublier ce qui s'est passé dans la Ruhr, l'occupation à nouveau,
l'Allemagne a fini, parce que des hommes politiques, notamment français, ont compris qu'il y avait là un enjeu considérable, à intégrer la Société des Nations. Ça ne s'est pas fait facilement. Il y avait des oppositions. Les oppositions, elles venaient de la France, mais elles venaient aussi à l'intérieur de l'Allemagne, où les partis nationalistes empêchaient cette réconciliation. Il y a 2 hommes que je voudrais citer, et qui ont d'ailleurs été prix Nobel de la paix en 1926. C'est Aristide Briand et Gustav Stresemann. 2 hommes courageux et lucides qui voyaient plus loin que la période immédiate et qui ont compris qu'il fallait que l'Allemagne et la France travaillent ensemble. Et c'est comme ça que l'Allemagne est rentrée dans la Société des Nations, qu'un début de réconciliation a pu être entrepris, mais Gustav Stresemann, dans son propre pays, était menacé par les partis d'extrême droite. Il était même menacé de mort. Malheureusement, il est mort jeune. Et puis surtout, ce qui s'est passé, et c'est une leçon à tirer aussi de la période que nous vivons, c'est qu'il y a eu ensuite la grande crise, la crise mondiale, économique et sociale, avec ces cortèges de misère, et qui a été un terreau pour la montée des fascismes dans toute l'Europe. Et puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale, qui a fait encore plus de morts que la première, la Shoah, l'horreur absolue de ce que nous avons pu connaître. Mais il y a eu aussi, à nouveau, après la Seconde Guerre mondiale, des hommes et des femmes de bonne volonté qui se sont dit « là, il faut vraiment que nous nous donnions les moyens pour que ça ne recommence pas ». Et qui ont très vite agi, et d'abord pour la réconciliation franco-allemande. Et la réconciliation franco-allemande, je le dis particulièrement ici, dans ce cadre de la maison Heinrich Heine, elle est fondamentale parce qu'elle a été la clé, et elle reste la clé de la construction européenne. Je me souviens avoir relu encore ces derniers jours le discours de Winston Churchill à Zurich en 1946. Vous vous souvenez, il avait proclamé la nécessité de construire les États-Unis d'Europe. C'est cette formule qu'on a retenue d'abord. Mais ce n'était pas ça l'essentiel de son message. L'essentiel de son message, c'est qu'il s'est adressé aux Français et aux Allemands en leur disant « il faut d'abord commencer par vous réconcilier et travailler ensemble ». Ce n'était pas, en 1946, une chose évidente. Seul vainqueur, en quelque sorte, de la Seconde Guerre mondiale, l'homme qu'il avait été, le leader britannique et courageux qu'il avait été, pouvait se permettre de dire ça, et donc sa parole a porté. Et après, elle a été suivie. Et je voudrais, pour ne pas aller plus longtemps, mais dire quand même que l'appel de 1950, la déclaration Schuman, est le début de quelque chose. Et c'est là que, même si on voyait bien poindre la guerre froide et la rupture entre l'Est et l'Ouest qui était en train de se développer, c'est bien là qu'il s'est passé quelque chose. Ça a été difficile, il y a eu des débats en France, il y a eu des débats en Allemagne, ça n'a pas été automatique. Mais il y a eu des grands hommes, comme Schuman, mais aussi Adenauer en Allemagne, et De Gasperi en Italie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ces 3 hommes, lorsqu'ils ont commencé à se parler, en disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble après cette tragédie, ils se sont parlé en allemand. Je ne sais pas si vous le saviez, mais leur histoire personnelle était liée à ces évolutions de frontières. Ils avaient fait des études, les uns et les autres, l'allemand, l'italien et le français, chez les autres. Et en particulier, c'était vrai pour Schuman et c'était vrai pour De Gasperi. Et ils se parlaient en allemand. Ils étaient à la fois de leur pays, mais en même temps, ils avaient une culture commune, ils avaient une haute conscience de la responsabilité qui était la leur. Alors l'histoire, vous la connaissez, elle s'est poursuivie, mais à chaque fois, lorsque l'Europe a été en panne, lorsqu'elle a été en crise, elle a été relancée par un accord franco-allemand. Alors si je dis ça, c'est parce que l'actualité nous y ramène absolument. Je ne dis pas que l'Europe va disparaître, même si le Brexit lui a porté un grand coup. Et que, heureusement, la réaction des autres pays n'a pas été de suivre, mais au contraire de se ressouder. Mais on voit bien que l'Europe marche mal, que l'Europe n'est pas en parfaite santé au moment où ce qui avait été construit après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un équilibre multilatéral, la Déclaration universelle des droits de l'homme,
la création des Nations Unies. Aujourd'hui, ce multilatéralisme, et après l'élection aux États-Unis de M. Trump, mais aussi d'autres attitudes dans d'autres pays, ce multilatéralisme, qui est une manière de régler les questions à l'échelle internationale sans le faire uniquement en étant basé sur les rapports de force, que ce multilatéralisme est mis en cause, est en crise. Donc il y a danger. Et donc il y a pour l'Europe, au-delà de régler ses propres problèmes intérieurs, une responsabilité mondiale. Et il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Je sais que l'année prochaine, il y aura des élections au Parlement européen. J'espère bien que les débats ne seront pas uniquement de politique intérieure et qu'on parlera de l'Europe et des questions essentielles. Je l'espère, mais je n'irai pas plus loin ce soir. Laissons le débat se faire. Mais ce que je crois et ce que je sais, c'est que chacun de nos pays, l'Allemagne comme la France, sont confrontés à des difficultés propres, économiques, sociales et politiques, et qui peuvent conduire chacun de nos pays à se replier sur les problèmes intérieurs. Alors que les dirigeants, les partis politiques, les organisations syndicales, les citoyens, les associations ont une responsabilité pour qu'on se réveille et pour qu'on se dise ce qui a été possible grâce à cette réconciliation franco-allemande dont j'ai parlé, tentée entre les deux guerres, réussie après la Seconde Guerre mondiale, qu'on la considère toujours comme un bien précieux, une nécessité pour l'avenir de l'Europe et l'avenir de la stabilité et de la sécurité sur notre continent, mais aussi à l'échelle du monde. Alors ça nous éloigne peut-être des dessins de Marcel Santi, Jean-Pierre Amer, mais finalement pas tant que ça, parce que vous exprimez une souffrance, vous exprimez une tragédie, mais vous exprimez aussi une espérance, car vous êtes un humaniste. C'est aussi tout le combat de votre vie, j'allais dire le combat de toute une vie. Lorsque j'ai fait votre connaissance, j'ai d'abord fait votre connaissance à travers vos livres. Et vous êtes un germaniste, nous avons ce petit point commun, mais j'ai vu que vous étiez un combattant pour la liberté et la démocratie. Et lorsque vous alliez en République démocratique allemande, parler dans les universités, vous n'imaginiez sans doute pas au début que cet État fonctionnait avec autant, j'allais dire, d'autoritarisme et de brutalité, empêchant les idées de s'exprimer, conduisant même à la peur de la lecture d'un livre de littérature. Et vous avez franchi l'obstacle, et vous avez été courageux, y compris parfois, vous l'avez fait au mépris du danger vous concernant. Vous avez défendu vos idées, vos convictions, c'est celle de la liberté et de la démocratie. Et je voulais vous remercier pour avoir fait ce travail et surtout de le poursuivre, parce que vous n'arrêtez pas. Vous êtes un combattant de la paix et un combattant de la liberté. Et ce soir, nous aurons en avoir une nouvelle fois la démonstration. Merci. Je tiens à remercier Jean-Marc Ayrault, que j'ai découvert il y a quelques années comme étant un homme droit, un politique modèle, et qui n'a pas hésité à prendre des positions allant contre les préjugés, en particulier en ce qui concerne l'accueil des réfugiés. Vous savez que Mme Merkel a accueilli les réfugiés. Eh bien, je pense que là, il y a une leçon, et une leçon doit être suivie et comprise. Le monde actuel est un monde extrêmement compliqué, mais il faut aller jusqu'aux racines de ce monde pour pouvoir non seulement le connaître, mais également le modifier de fond en comble. À l'heure actuelle, il y a des centaines de milliers d'enfants qui meurent tous les jours au Yémen. Il y a des habitants de Syrie, plus de 400 000, dit-on, qui sont morts. Je crois que ça, c'est une chose qu'aucun être honnête, aucun être véritable ne peut accepter. Évidemment, par-dessus tout, au-dessus de tout, il y a une sorte d'écran qui cache la vérité. Et par exemple, j'ai regretté qu'en France, on ne fasse pas des manifestations nombreuses pour dénoncer les crimes de Bachar al-Assad. Voilà, mais nous n'allons pas entrer dans le détail politique.
Cela devrait pouvoir se faire avec plusieurs interlocuteurs et je crois que je serais très content de discuter publiquement avec Jean-Marc Ayrault parce que nous avons le même idéal. Le grand problème est de connaître les moyens pour le réaliser. Alors maintenant, je reviens à Marcel Santi. Le livre que j'ai écrit est né grâce à un miracle. Certains diront le hasard. Oui, mais il y a différents hasards. Par exemple, le hasard que je tombe là bêtement, c'est pas intelligent, ça ne se fait pas dans une réunion. Mais je n'ai pas pu faire autrement. J'ai été déséquilibré pendant quelques instants avant de reprendre mon équilibre grâce aux aides qui m'ont été apportées immédiatement. Vous avez bien remarqué que tout le monde s'est précipité pour me remettre sur le droit chemin. Et je pense que le hasard est un miracle, non pas quand on me relève, parce que ça c'est vraiment une anecdote, mais lorsque, changeant d'appartement, je rencontre dans l'escalier un petit bonhomme plus âgé que moi, c'était en 78, qui grimpait à toute allure jusqu'au 6e étage. Il s'arrête devant moi et me dit « Vous êtes le nouveau locataire ?» Je dis « Oui. » « Et quel est votre métier ?»« Je suis peintre. » Il me dit « Ah, mais moi aussi je suis peintre. Allez, venez, je vous emmène dans mon pisonnier. » Et il m'a emmené au 6e étage, où il avait un atelier, il avait un appartement au 2e étage, et moi au 3e. Lui, il avait en plus 2 petites pièces où il avait fait son atelier. Et j'ai vu là des dessins, des peintures, etc. Et nous avons eu immédiatement une grande sympathie, et nous nous sommes devenus de grands amis. Et donc, il y a évidemment toujours dans la vie des aspects très tristes. Lorsqu'il a été beaucoup plus âgé encore, il a été contraint par sa famille de vendre ses logements parce que la famille voulait de l'argent. Enfin, ça, c'est le grand problème de l'argent qu'on peut retrouver dans beaucoup de questions politiques, économiques et sociales. Et donc, il était parti à Nice, et avant de partir, il est venu frapper à ma porte. Il avait une petite valise, une valise qui faisait à peu près 60 cm, que j'ai gardée, et il m'a dit, voilà, Jean-Pierre, je te donne tous mes écrits, je te donne toutes mes peintures, tous mes dessins. Et dedans, tu verras, il y a mon carnet de balles, parce que c'est lui qui a trouvé le nom. Il avait beaucoup d'ironie, beaucoup de sens. Le carnet de balles, on sait ce que c'est pour aller danser. Et là, c'est pas lui qui dansait, mais les bombes. Et donc, il m'a donné son carnet de balles, il m'a donné son carnet de voyage, et également beaucoup de documents personnels. Et il m'a dit, tu sais, j'ai essayé de faire publier un livre, avec mes dessins. Eh bien, à chaque fois, on me répondait « Non, la guerre de 14 n'intéresse plus personne. Ceci se passe dans les années 60 et 70 aussi. » Eh bien, en réalité, il y avait des contrepoids à cette publication. Elle se trouvait dans l'état-major qui ne voulait pas que l'on montre la vérité de cette guerre. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que dès le début de la guerre, il y a eu en France une censure énorme qui empêchait la vérité du front d'entrer dans les familles. D'ailleurs, certains dessins le montrent, nous en reparlerons. Et donc, c'était donc une sorte de condamnation par des militaires qui n'étaient pas des humanistes. Je ne citerai pas de nom, mais vraiment, je ne dirais qu'une seule chose. Un des ordres de l'armée, d'un général, dont je ne dirai pas non plus le nom, eh bien, disait aux soldats « Tuez le plus grand nombre de boss possible ». C'était à l'ordre du jour. Alors, ils auraient dit « Faites beaucoup de prisonniers ». Bon, ça passait, parce que les prisonniers, quelquefois, étaient très contents d'être faits prisonniers.
Et c'est ainsi que, par exemple, un jeune Lorrain qui avait été mobilisé dans l'armée allemande s'est précipité quand il a vu les soldats français. Il a été fait prisonnier, un prisonnier lorrain qui appartenait à l'armée allemande. C'était la fin de la guerre pour lui. Et cette guerre a été vraiment une guerre atroce. Parce qu'on n'a pas du tout, même techniquement parlant, vu la réalité. Par exemple, les mitrailleuses allemandes étaient techniquement beaucoup plus perfectionnées que les françaises. Elles tiraient beaucoup plus vite et beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que pour prendre une colline du côté de Verdun, eh bien, c'était des centaines de milliers de soldats qui étaient condamnés. Et je n'entrerai pas dans le domaine des fusillés, parce que des fusillés, il y a un film qui est très bien, qu'il faut voir, qui s'appelle Le Pantalon. C'est l'histoire d'un soldat qui a un pantalon blanc et qui rencontre un officier qui lui dit « Pourquoi ce pantalon blanc? Vous allez en mettre un rouge. » Non, oui, un rouge. Et il y a des soldats qui venaient de mourir et on a donné à ce soldat un pantalon rouge d'un blessé avec plein de sang dessus. Il a refusé de le porter et il a été fusillé pour refus d'obéissance. Enfin, ça montre un extrême de cette vie. Alors, pour Santi, il l'a dit plusieurs fois, il a même écrit, parce que j'ouvre une parenthèse, ce n'est pas seulement un grand dessinateur, mais c'est un écrivain de grand talent. Dans le livre, vous trouverez plusieurs choses. D'abord, les images représentant les soldats et leur uniforme. Les soldats travailleurs qui, en quelque sorte, préparent les tranchées, portent des troncs d'arbres, etc. Puis ensuite, les soldats, lorsqu'il n'y a pas de guerre, lorsqu'ils sont un peu tranquilles, qui peuvent jouer à la belote. Le ravitaillement. Et ensuite aussi des soldats qui sont en train de construire une tranchée et sur lesquels tombe une bombe, un obus, et donc on les voit partir en l'air. Et il a vu tout ça. Il n'a pas supporté. C'est un homme qui était pacifiste et patriote. Patriote parce qu'il aimait la France, il aimait sa culture, il était très cultivé. Il y a une chose que je n'ai pas mise dans mon livre, il faudra que je rattrape ça, c'est la façon dont Marcel Santi jugeait les différents peintres de son temps et même d'avant. Je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas tout à fait du Santi. Il avait lu quelques revues artistiques et avait emprunté un certain nombre de caractéristiques pour classer ces différents peintres. Mais en même temps, ça prouve quand même que c'était un artiste au sens très large du terme, qui n'ignorait pas les autres. Alors, ce qui est formidable dans ce que tu nous expliques, Jean-Pierre, c'est que tu nous as dit comment tu avais rencontré Marcel Santi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'homme qu'il était, tel que tu l'as connu, aussi après-guerre, évidemment, et ce qu'il est devenu dans le civil? Merci. C'est une très bonne question, parce que Marcel Santi était le fils d'un percepteur ambulant, parce qu'à l'époque, les années 1900 et quelques, eh bien, on allait relever les impôts un peu chez les particuliers. Il n'y avait pas encore l'organisation magnifique et numérique que nous avons aujourd'hui. Mais c'était peut-être mieux parce qu'il y avait des contacts humains. Et donc, il a beaucoup voyagé étant enfant, parce que son père se déplaçait souvent. Et il a très vite dessiné tout ce qu'il voyait. Alors son père lui a dit « Tu dois aller à l'école des arts, pas des beaux-arts, mais il y a une autre école, je ne me souviens plus de son nom. Les arts décoratifs, merci beaucoup. » Eh bien, il a fait cette école, mais sachant dessiner. Et il en est sorti. Il n'a jamais fait état, d'ailleurs, de son école. Il était d'une grande modestie. Et ce qu'il aimait, c'était dessiner, c'était sa vie. Je lui ai demandé « Pourquoi n'as-tu pas écrit un livre ?» Parce que
des morceaux de ce livre se trouvent dans le livre que j'ai publié. C'est au-dessous de croquis. Attention, il ne faut pas confondre dessin et croquis. Le dessin est quelque chose d'achevé. Et les croquis, c'est simplement un petit aperçu d'une personne ou bien d'un état, d'un village. Et au-dessous de ces croquis, qui sont très légers, eh bien, il a écrit dans un style de haute qualité pour dire tout ce qu'il pensait. Et je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui fera comprendre peut-être aussi que certains militaires n'ont pas trop aimé. D'ailleurs, je dois dire que j'ai présenté ce livre au mémorial de Verdun, où on m'a demandé de le faire, et qu'un général qui était dans la salle n'a pas très apprécié la petite lecture d'un texte de Marcel Santi. « Mon général, vous avez sans doute bien dormi, vous, dans votre villa. Nous étions dans la boue, les tranchées, nous étions parmi les poux, les balles, et nous n'avons pas pu fermer l'œil. » Évidemment, c'était la vérité. Vous avez regardé les combats avec votre lorgnette. Et là, c'était un résumé, en quelque sorte, de la position de Marcel Santi, qui ne comprenait pas que, par exemple, lorsque une attaque était ordonnée, il n'y ait pas eu, je m'excuse, c'est très cruel, mais il n'a pas compris qu'avant de lancer des centaines de milliers de soldats à l'assaut, on n'ait pas fait une préparation avec les canons, parce que c'est ce qui se passait en règle générale. On envoyait, je ne sais pas, des milliers d'obus quelquefois sur une place, et puis ensuite, on envoyait la troupe pour occuper. Et alors là, il y a aussi un souvenir qu'il raconte très bien, c'est le Grand Prussien. Un jour, avec un de ses amis, il va lui rendre visite à ce village presque complètement détruit, et à l'entrée, sur une sorte de poteau, il voit un homme, un Prussien, coupé en deux, mais se tenant encore debout, mort, devant l'entrée du village. Et alors, son ami met sa main sur l'épaule de ce soldat allemand mort et dit « Mon pauvre vieux ». C'est-à-dire qu'il y avait également chez les amis de Marcel Santi ce sentiment humain, on ne tue pas. Et le fait de transformer, parce que c'est là le fond du problème, le fait de transformer des êtres humains en tueurs. Bien sûr, soldats, et on leur rend hommage dans tous les monuments aux morts, surtout, pas tous, parce que quelquefois, il y a quelques monuments aux morts sur lesquels est écrit en grosses lettres « à bas la guerre ». Et ça, je le comprends. Mais souvent, on montre des soldats debout avec le drapeau. Bon, c'est très beau, c'est la victoire, la victoire, mais à quel prix ? Parce que la guerre de 14 n'aurait jamais dû exister entre la France et l'Allemagne. J'ai là-dessus une petite idée. Il y avait une solution. On a beaucoup parlé d'une guerre de revanche pour l'Alsace et la Lorraine. Eh bien, pourquoi n'avoir pas... Et là, les politiques auraient peut-être pu faire quelque chose. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais disons que, étant un peu utopiste, je revois l'histoire en marche arrière. Eh bien, on aurait pu faire une confédération entre l'Alsace et la Lorraine, avec des relations normales et bonnes, aussi bien avec la France qu'avec l'Allemagne. Et le problème était réglé. J'en ai parlé à des Alsaciens et à des Lorrains, ils m'ont dit oui, c'est ce qu'on aurait dû faire, et on aurait eu la chance de sauver beaucoup de vies humaines. Mais disons que la politique est souvent en retard sur l'utopie, c'est son rôle d'ailleurs. Et l'utopie actuelle, elle est à faire, elle existe déjà. Je vais dire quelques mots sur Robert Havemann, qui est un savant, qui avait été un savant allemand, prussien lui aussi, qui avait été condamné à mort par Hitler parce qu'il avait créé avec quelques amis
un réseau qui s'appelait la Nouvelle Europe, das Neue Europa, et pour lutter contre Hitler. Et un de ses amis a été fait prisonnier, a été arrêté et a parlé. Si bien que 7 dirigeants de ce mouvement ont été mis en prison et condamnés à mort à la hache. Et cependant, comme Robert Havemann était déjà très connu dans le monde entier, et en même temps avec des intentions qui ne sont pas très honnêtes, eh bien, les nazis ont gardé Robert Havemann en prison et l'ont condamné à mort, bien entendu, c'était fait, et l'exécution était reportée de mois en mois. Et pendant ces mois d'emprisonnement, ils ont mis à la disposition de Robert Havemann un atelier, un laboratoire, parce qu'il était physicien et chimiste, pour qu'il apporte quelque chose au matériel, à la technique de guerre de Hitler. Alors, je lui ai dit, mais comment as-tu fait pour ne pas travailler et permettre des suites militaires à Hitler? Il me dit, c'est bien simple. On avait mis pour me surveiller 1 fois par semaine un savant nazi. Et ce savant nazi était beaucoup plus nazi que savant. Alors, à chaque fois que je voyais qu'on pouvait faire quelque chose avec mes recherches, je lui disais, voilà, là, je ne peux pas aller plus loin, mais je connais un chemin qui permettra de compléter. Et pendant 2 ans et demi, il a été donc en vie. Et lorsqu'il a été libéré par les soviétiques, eh bien, il est devenu une personne importante en 1949. Il était libéré évidemment avant, en 1945, mais il est devenu une personnalité très importante et il a failli devenir ministre. Et puis, il était recteur de l'université Humboldt. Et lui qui était communiste résistant, il s'est aperçu que ce régime de RDA n'était pas le communisme qu'il le voulait. Et il a commencé à écrire des petits articles où il dénonçait des choses qui n'étaient pas dans la ligne d'un vrai communisme humain, à visage humain, comme on le verra plus tard chez Dubček, par exemple en Tchécoslovaquie. Et une fois, il a sorti même un petit livre, et du jour au lendemain, il a été révoqué et enfermé dans la villa, la petite maison, plutôt, qu'il avait à 20 km de Berlin, en installant un commissariat de police nazi à côté de sa maison et avec 20 voitures. Le reste, vous pouvez le lire, ou bien dans le vrai visage de la RDA, ou bien dans le livre Es war einmal die DDR, il était une fois la RDA. Un livre qui commence un peu comme un conte de fées, il était une fois, mais évidemment qui découvre tout ce qui s'est passé. Et je dois dire que je regrette beaucoup que ce livre, dont le président de la République monsieur Joachim Gauck, que je connais bien, et qui était devenu un de mes amis, parce que je l'ai rencontré à Paris, à l'Institut Goethe, justement. C'était une très belle rencontre. C'est un homme très généreux. Eh bien, je pense que la position de Gauck à propos de mon livre était « il faudrait que ce livre soit dans toutes les écoles ». Eh bien, non seulement il n'est pas dans toutes les écoles, mais je me suis aperçu qu'il n'était pas du tout diffusé en Allemagne. Pourquoi ? Eh bien, ça, j'entre dans la politique un peu actuelle, mais je pense que ça fait partie de notre connaissance utile. Simplement parce que en Allemagne existent encore des réseaux, comme ils ont existé après le nazisme. On n'a pas, disons, fait justice suffisamment. Et la même chose s'est renouvelée au moment de la réunification des deux Allemagnes, pour laquelle j'étais évidemment à 100%, parce que pour moi, l'Allemagne est un grand pays et qui a besoin de toutes ces provinces, de toutes ces Länder.
eh bien, c'est pareil. Et si on creuse un tout petit peu, on voit que ce mouvement contre les réfugiés, ce mouvement de populisme, entre guillemets, eh bien, il part de Dresde. Et à Dresde, celui qui dirigeait le KGB soviétique, c'était M. Poutine. Et il recrutait à Dresde des membres de la Stasi pour entrer dans le KGB. Et ce mouvement est resté, évidemment, à l'ombre. Et je suis convaincu que c'est de là que sont parties ces manifestations incroyables qui ressemblent à des manifestations hitlériennes, mais je sais bien que la majorité des citoyens allemands ne sont pas de ce côté-là. Seulement, on les trompe en leur faisant croire que ce sont les réfugiés qui prennent les places, que ce sont les réfugiés qui sont des assassins, etc. Et ça, vous savez, ça, des personnes qui n'ont pas la moindre idée historique, eh bien, ils sont tentés quelquefois de le croire, surtout lorsque leur situation n'est pas bonne. Mais je reviens maintenant à la question, parce que j'ai dévié énormément, vous m'en excuserez, mais vous voyez, moi j'ai à cœur l'histoire de l'Allemagne, et ça ne peut pas ne pas sortir. Non, mais... C'était un homme simple. C'était un homme simple, un homme qui ne comprenait pas du tout la guerre en tant que phénomène. Il disait, on est en train de transformer les êtres, on est en train de les faire disparaître, pourquoi ne pas plutôt allier les Allemands, les Français et tous les pays du monde pour créer un monde uni, un monde de solidarité. Et pour ça, il faut remonter à un problème qui n'est que rarement étudié et que j'ose présenter, même si je ne serais peut-être pas approuvé par vous-ci, mais par des hommes politiques actuels, c'est qu'il n'y a pas de guerre sans armes. Et les armes sont développées à l'heure actuelle de la façon la plus profonde, la plus scientifique. Les armes d'aujourd'hui ne ressemblent pas aux armes de demain. Vous connaissez les drones, etc. Et ces armes, elles ont besoin d'être employées. Et on remarque que plus les armes se développent, plus il y a de guerre. À un moment donné, nous avions en France en Europe, une sorte de paix, une sorte de tranquillité. Et tout d'un coup, il y a tout ce qui éclate. D'abord en Afghanistan, là, il y a le pétrole et l'Irak, le pétrole qui joue un rôle. Et à l'heure actuelle, je crois qu'il faudrait remonter à cela. Il faudrait voir, par exemple, les gens qui travaillent. Je connais quelqu'un qui est à la CGT et qui travaille dans une usine d'armement. Je lui dis, mais pourquoi fais-tu ça? Tu sais bien qu'au bout, il y a des morts, il y a des enfants qui disparaissent. Il m'a dit, parce que je ne veux pas devenir chômeur. Mais il y a une solution. Si on transformait, alors ça, cette phrase, je l'ai d'un spécialiste de Siemens, donc un ingénieur allemand de haut niveau. Il m'a dit, ce serait tellement simple de transformer toutes les usines d'armement en usines fabriquant des énergies alternatives. Et on est encore loin du chemin. Et ça, c'est absolument possible. Il n'y aura pas de chômage, mais au contraire, il y aura davantage de gens qui trouveront du travail. Et on aura enfin une société qui n'aura pas pour but le profit, la concurrence, mais l'humanité. C'est-à-dire que tout ce qui est bon pour les hommes sera accepté par cette nouvelle société, utopique bien sûr, et tout ce qui n'est pas bon pour les êtres humains, que ce soit les drogues ou les armes, eh bien, ça doit disparaître. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. Mais vous savez qu'il n'y a pas d'utopie qui ne soit pas une sorte d'alerte lancée au peuple, aux différents peuples du monde, qui tous sont égaux. Mais je reviens maintenant quand même à Santi, mais j'ai discuté de ces choses avec Marcel Santi. Et Marcel Santi était un homme de progrès. Il a dit, oui, les armes sont totalement inutiles, sauf, évidemment, quand on vit dans un système qui dresse les pays les uns contre les autres. Et donc, c'était un humaniste, un patriote, et en même temps, un homme qui n'a pas hésité à se
prendre la tâche la plus dangereuse dans l'armée, c'est-à-dire être agent de liaison. Il était agent de liaison, il était petit, il pouvait courir courbé sous les balles. Et d'ailleurs, une fois, il y a une balle, pas une balle, mais un éclat d'obus qui a touché sa cuisse droite. Et dans sa cuisse droite, il avait un gros carnet de dessin. Et c'est ce carnet de dessin qui lui a sauvé la vie. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est de nouveau un miracle. Mais vous voyez que quelquefois les miracles sont très, très utiles parce que sinon il n'y aurait pas eu ce livre. Et donc ce livre, il l'attendait. J'ai mis assez longtemps avant de le faire parce que j'ai travaillé beaucoup sur la dissidence de RDA. Jean-Marc Ayrault a eu la gentillesse de le rappeler parce que j'étais engagé à 100%. Mais ça aussi, il le comprenait, parce que c'était la période où j'allais voir régulièrement en RDA tous les gens qui étaient des dissidents, qui n'acceptaient pas le régime et qui le manifestaient, qui le disaient. Beaucoup ont été en prison. L'écrivain Jürgen Fuchs, par exemple, qui est un très bon écrivain, a été arrêté, mis en prison, et dans sa prison, il a été irradié au cobalt. Et il a été ensuite vendu à la RFA, qui rachetait des prisonniers, tant mieux pour eux, mais il est mort 3 ans plus tard d'un cancer foudroyant. Et il n'est pas le seul. Je connais des chanteurs, je connais qui ont eu le même sort, sans parler des assassinats qui se faisaient très souvent à l'aide de véhicules. Comme moi, on a essayé de me liquider parce que mes idées, évidemment, et mes positions ne déplaisaient hautement au régime. J'ai eu la chance, là c'est le hasard et le miracle, de sauter à gauche alors que la voiture arrivait à droite. Mais ceci est un tout petit détail dans l'histoire. Donc, que dire de plus de Marcel Santilli ? C'était un très bon camarade. C'était en même temps un homme extrêmement dévoué. Par exemple, quand il n'avait pas de travail, il aidait les infirmiers, les brancardiers à porter les blessés jusqu'au Lazareth, jusqu'à l'infirmerie la plus proche. Voyez-vous ? Et alors, il faut dire qu'en 1919, là j'ai un document. Qu'est-ce que j'ai fait de ma sacoche ? Sur le côté. Oh, merci. Oui, je suis toujours handicapé, là. Mais j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Excusez-moi. Alors, il y aura quelques questions possibles de la part de vous, le public. Simplement, je voulais demander à Jean-Pierre, à propos du livre, une ou deux précisions plus techniques. Comment se présentaient ces carnets duquel tu as tiré le livre et les photos qu'on voit tout autour de nous Comment se présentaient ces carnets-là ? Très bonne question. Ce sont des carnets A4, donc 21, 29,7, en papier épais. Le papier qui supporte donc le crayon, la mine de plomb, comme on dit en art. Et donc, il avait fait dans sa vareuse militaire, il avait fait une grande poche à droite et à gauche. Et c'est là qu'il portait toujours 2 carnets. Et ces carnets étaient extrêmement épais. Et très souvent, sur une feuille de carnet, il y avait plusieurs dessins. Et ensuite, il reprenait les dessins, il les isolait de façon à ce qu'on ait tout ce que vous avez vu là et davantage encore. Alors, ils étaient datés en plus Ah oui. Chaque dessin était non seulement daté, mais il marquait également le lieu où ça avait été fait. Donc la date, le lieu et en plus, presque toujours, un petit titre qu'il
prenait de la bouche même de ses camarades. Par exemple, ce sont toujours les mêmes qui se font tuer. Alors, dans un premier temps, on ne comprend pas. Comment ils sont morts, ce sont toujours les mêmes. Mais ça signifie une prise de position pour tous les soldats de l'armée. Ce sont les mêmes, c'est-à-dire ce sont les combattants, les poilus, comme on disait à l'époque, et qui n'ont en commun, d'un côté et de l'autre de la frontière, que des choses très semblables. L'un était fermier, l'autre était électricien, maçon, tous les métiers du monde étaient réunis de ce côté. Alors ça, il ne comprenait pas, il ne voulait pas de cela. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé d'être agent de liaison, parce que l'agent de liaison court et au risque de sa vie, et pour ne pas pour remplacer les lignes électriques qui sont par terre, mais qui la plupart du temps sont coupées. Alors effectivement, on comprend que ces dessins tranchent avec l'imagerie habituelle autour de la guerre de 14-18. Et alors, il y a quelque chose de particulièrement intéressant dans ce livre, c'est que tu fais même une analyse sémantique, justement, des commentaires qui accompagnent ces carnets, ces dessins. C'est-à-dire des boutades où parfois ça manque pas d'humour, comme ce titre « Partir, c'est mourir un peu », où on voit le pauvre soldat avec tout son barda. Et tu fais une analyse sémantique justement de ces commentaires. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je me suis dit qu'aujourd'hui, il y a certaines phrases qu'on pourrait ne pas comprendre. Je donne un exemple. 2 soldats, bon, la guerre, il y a une accalmie, ils sont assis l'un à côté de l'autre et ils discutent. Et l'un pose la question à l'autre, « Mais toi, qu'est-ce que tu faisais dans le civil ?» Et il répond, « Dans le civil, je suis général. » Alors évidemment, on peut penser à une plaisanterie, mais c'est autre chose en fait. La vérité, c'est que le général, c'est lui qui commande, c'est lui qui oriente. Tandis que le soldat n'a rien à dire, il doit simplement obéir à quelque commandement que ce soit. Et être général, oui, il était général quand il était dans le civil parce qu'il décidait de sa vie. Et là, étant soldat, il ne décide même pas de sa mort. Elle ne vient pas quand il a de la chance, voyez-vous. Et donc, dans le civil, je suis général, c'est le sens qu'il lui donnait. Il y a beaucoup d'autres choses, d'autres phrases, mais vous verrez tout ça dans le livre, et sur les dessins aussi, qui sont affichés ici, et qui vont être affichés jusqu'au 2 décembre, si je comprends bien. Et donc, par exemple, on voit un régiment qui part au front. Et en dessous, il y a marqué « Troupes fraîches à consommer avant l'hiver ». C'est affreux. C'est affreux. Mais ça montre comment il comprenait la guerre. Il comprenait que la guerre était ce qu'on appelait après une boucherie. Mais c'était quelque chose d'absolument atroce du point de vue humain. Et il était profondément humain. Il ne pouvait pas supporter ça. Et il aimait beaucoup. Il disait que les soldats allemands étaient des soldats courageux, etc., mais que c'était tellement dommage. Il n'a pas dessiné de rencontres à Noël. Mais il les a connus, il en a entendu parler, et il disait que c'était des choses merveilleuses, mais qui auraient dû se développer. Il est évident qu'avec la loi militaire, la loi martiale, qui régnait des 2 côtés, eh bien, c'était impossible. C'est-à-dire que là, je reviens à quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui a payé très cher ses idées pacifistes, c'est Jean Jaurès. Jean Jaurès est un des plus grands penseurs français. Il est trop peu lu. Il est temps encore de le lire. Il s'est battu, mais de toutes ses forces pour dénoncer la guerre qui montait à l'horizon. Il disait ça sera une catastrophe, il va y avoir des millions de morts, des enfants aussi vont mourir à cause de cette guerre. Eh bien, il a été assassiné par un dénommé Vaillant à la veille du conflit. Voilà, justement. Alors,
Jaurès assassiné la veille du conflit. En Allemagne, ce sera après, à la fin du conflit, que seront assassinés Liebknecht et Rosa Luxembourg. Enfin, tout est fait pour continuer, poursuivre la guerre. Et la citation de Jaurès, effectivement, quelques jours avant son assassinat, très exactement, il dit « Est-il possible que des millions d'hommes puissent, sans savoir pourquoi, sans que les dirigeants le sachent, s'entretuer sans se haïr ?» Et alors, ce livre que tu as publié, Jean-Pierre, est tout à fait dans la veine de tous tes autres ouvrages qui, effectivement, s'élèvent contre l'injustice, et ça tu as bien expliqué, sous toutes ses formes, contre les oppressions et les guerres. Et donc, c'est vraiment cet angle que tu as choisi. Et Marcel Santi a œuvré pour le mémorial de Verdun. Et j'aimerais bien que tu nous dises 2 mots des fresques qu'il avait réservées, qu'il avait dessinées pour le mémorial et qui ont disparu, si j'ai bien compris. Oui, c'est une histoire assez triste parce que je l'ai vu partir plusieurs fois à Verdun pour aller dessiner justement ces fresques. C'était des très grandes fresques de 20 mètres de large sur 1,60 m de haut, 2 fresques, et elles montraient la bataille, elles montraient tout ce qui se passait au front. Donc des gens qui se tuaient, qui s'entretuaient, etc. Et en 2013, lorsqu'on a rénové le mémorial, elles ont été complètement détruites et je n'ai pas pu retrouver de photos, sauf quelques photos que des personnes qui travaillent au mémorial avaient faites d'une façon extrêmement rudimentaire parce que ce n'étaient pas des photographes. Et on a reconstitué ensemble avec les amis ces fresques, mais elles ne correspondent pas à la réalité. Et ce qu'il faut dire en plus à propos de Jean Jaurès, Vaillant, l'assassin, a été mis en prison pendant toute la guerre, donc à l'abri de la guerre, alors qu'il était en âge d'être soldat. Et ensuite, il y a eu, en 1919, un procès de cet assassin. Il a été acquitté. Et c'est sa femme, sa veuve, qui a été obligée de payer les frais de justice. Ça montre quand même un peu aussi l'état dans lequel se trouvait la France à ce moment-là. Ce que je voulais vous montrer, mais j'ai perdu ça en route, c'est un journal du 11 novembre, 1919. Et c'est un journal très intéressant parce que ils sont la victoire totale et montre comment le président de la République d'alors reçoit les généraux, les maréchaux, et que simplement un tout petit mot, un mot, et il faut rendre hommage aussi aux soldats. Mais au premier rang, ce sont tous les hommes politiques de l'époque et tous les militaires de l'époque. Ça montre un peu quand même qu'on appelle les gens à célébrer, à faire la fête et tout ça. Bon, ça se veut bien, mais c'est quand même déroutant de voir qu'il n'y a pas eu d'hommage complet, disons grandiose. Il y a évidemment le soldat inconnu, mais ce n'est pas un hasard si c'est un soldat inconnu. Par conséquent, inconnu, il n'existe presque pas. Alors je signale qu'en France, seuls 5 monuments aux morts, 5 ou 6, dont un en Creuse à Jencieux, porte l'inscription « Maudite soit la guerre ». C'est assez peu connu, mais ça mérite d'être souligné, tu le rappelles dans ton introduction. Pourquoi terminer le livre sur le carnet de voyage, plus récent celui-là, donc, puisqu'il date de 1964-1968, dessiné par Maurice Santi, toujours avec sa belle mine de plomb. Oui, au préalable, je voudrais quand même dire un mot sur les médailles. On a fait énormément de médailles et avaient droit à des médailles tous ceux qui avaient été au front, ou presque. Quand le soldat était blessé, on envoyait la médaille à la famille. Et
il y a une médaille qui m'a frappé au sens fort du terme. C'est une médaille, la Grande Guerre pour la civilisation. Ça voulait dire que tous les Allemands étaient des monstres pour la civilisation. Alors que, évidemment, les Allemands auraient pu dire pareil, mais c'était pas une guerre pour la civilisation, c'était une guerre pour la non-civilisation. Quand on force des gens à tuer les autres, eh bien, on peut pas parler de civilisation. Et à l'heure actuelle, je crois que toutes ces petites choses, ce sont des petits détails, doivent nous conduire à penser un peu la guerre, parce que Marcel Santi apporte de cet événement, de cette catastrophe, un regard d'en bas, un regard de celui qui est avec les soldats, qui est avec ses frères, et qui est lié à eux, et qui leur rend hommage en les dessinant le mieux possible. C'est-à-dire que chaque image de soldat, c'est un autre personnage. C'est aussi différent que nous sommes différents les uns des autres, et c'est ça qui fait la beauté de l'humanité, la différence. Voyez ? Et pourquoi ai-je terminé le livre par le carnet de balles ? D'abord parce que Marcel Santi me l'a donné, et parce que c'est un changement complet. C'est tout à coup, on entre dans la beauté de ce que peuvent faire les hommes. Il a retenu tous les beaux monuments, toutes les belles constructions, y compris son pisonnier que l'on voit en train d'être réparé au 6e étage de la rue Boussingault. Voyez ? Et donc, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que dans tous ces paysages, il y a également les oliviers sous le vent. Il est parti donc de Paris et il est arrivé jusqu'à Mouzins. Mouzins qui était une ville qu'il aimait beaucoup et donc qui est devenu un grand village d'artistes d'ailleurs. Eh bien, j'ai dit, mais écoute Marcel, tu me montres la naissance de l'autoroute à côté de l'église, et pourquoi il n'y a pas jamais d'humain, il n'y a jamais... Il me dit, parce que je réserve mes dessins de personnages à mes amis morts ou survivants de la guerre. Autrement, je montre la beauté de ce que peuvent faire les hommes, mais je n'ai pas besoin de montrer les hommes qui ont construit parce que je ne les connais pas. Vous voyez un peu cette humanité profonde qui se révèle à chaque phrase. Et j'en ai gardé beaucoup en mémoire, en souvenir, j'en ai mis dans le livre, mais le mieux, c'est de regarder les dessins avec beaucoup d'attention. Et voilà pourquoi. C'est la dernière partie du livre. Il y a une autre petite partie qui est du folklore bavarois. Il avait rencontré à Grenoble en 1968, au moment des Olympiades, il avait rencontré des footballeurs allemands. Et il s'est lié d'amitié avec eux. Et ils lui ont montré des images, ils lui ont dit, on a un beau folklore, voilà, des personnages étranges, la femme renard, etc. Et il a fait un carnet, spécialement pour eux, dans lequel il a repris chaque personnage du folklore allemand, du folklore bavarois, mais des personnages qui se retrouvent un peu partout en Allemagne, qui a gardé un folklore important, beaucoup plus que nous, pour des raisons qui seraient bonnes d'expliquer aussi. Et j'ai téléphoné au maire de ce village, Oberstdorf, et je lui ai dit, est-ce que vous avez des ouvrages, est-ce que vous avez des traces du folklore de votre beau village ? Ah non, on s'occupe que de foot. Ça a été la réponse. J'étais très triste parce que j'aurais bien aimé rendre visite à ce maire et à ce village qui a été chanté en quelque sorte par Marcel Santi. Merci d'être venus si nombreux, parce que je vois que la salle est pratiquement pleine. Bonne soirée à tous. Et puis vous pouvez consulter bien sûr les livres. Il y a un exemplaire qui circule. Vous pouvez consulter le livre. Et puis surtout, regardez les originaux des dessins qui sont accrochés dans la salle.